j'ai choisi de vous parler de troubles psychotiques et de dépistage de troubles psychotiques dans la population générale. Ça veut dire, vous recevez des gens, quels sont les symptômes qui vont vous permettre, qui vont vous dire, ce gamin, ce jeune, il est probablement en train d'amorcer une schizophrénie, ou il est à risque de développer une schizophrénie. La schizophrénie, donc la psychose, c'est une psychose, hein, monsieur. Là, on n'est plus dans la dépression, mais on est dans les psychoses. C'est des maladies psychiatriques majeures. C'est des maladies qui sont très handicapantes. Donc, c'est la 9e maladie la plus handicapante, la plus invalidante dans le monde. Elle est source majeure de handicap social. Lorsqu'on est schizophrène, on n'arrive pas à s'insérer dans la société, on n'arrive pas à travailler. Quand on est schizophrène, quand on est psychotique, quand on souffre de psychose, on perd le contact avec la réalité. Là, on est dans les troubles psychiatriques beaucoup plus lourds, beaucoup plus sévères, et c'est des gens qui sont suivis dans des hôpitaux psychiatriques, qui ont des traitements antipsychotiques qui sont très lourds et très invalidants en soi. D'accord ? Donc voilà. Ce n'est pas l'autisme chez l'enfant, mais c'est la schizophrénie chez l'adulte. Malheureusement, je ne peux parler que des adultes. Alors, l'idée de cette présentation, c'est de vous permettre, en tout cas, parce que les gens, dans les pays développés, on commence à réfléchir le problème depuis le début, de dépister des populations à risque. Il faut savoir, voilà, l'enjeu c'est ça. Ce n'est pas de traiter des schizophrènes, bien sûr ça on le fait dans notre mandat de psychiatre, on est obligé, on est là pour offrir une prise en charge pour les schizophrènes dans les services de psychiatrie lourde, dans les hôpitaux psychiatriques. Mais ce qui serait important aujourd'hui, à notre époque, c'est de dépister les problèmes au début. C'est de dépister les populations à risque lorsqu'un jeune commence à développer une schizophrénie, ou il est à risque de développer une schizophrénie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment reconnaître ces symptômes? Est-ce qu'il faut commencer un traitement? Pourquoi? Parce que plus tôt on traite, meilleur sera le pronostic. Et maintenant, avec le développement des molécules et des neurosciences, on peut, en tout cas, vous allez voir, espérer avoir une récupération qui n'est pas totale, mais qui est presque totale. En tout cas, on veut optimiser les chances de réinsertion pour nos patients schizophrènes ou nos patients psychotiques. Donc la schizophrénie est parmi ces 10 maladies invalidantes dans le monde. Source de handicap, c'est une pathologie de l'adulte jeune. Hein. C'est une maladie qui survient entre 15 et 35 ans. C'est la période où on fait ses études, ou c'est la période où on commence un projet professionnel. Et si on est atteint de la maladie, tout est cassé. C'est 1% de la population. Hein. C'est 1%, la prévalence est de 1% de la population dans le monde. Et sur la vie entière. Et ces schizophrènes, cette population schizophrène a 10 fois plus de risques de finir par un suicide que la population générale. Donc voilà, on a vraiment là affaire à une maladie beaucoup plus lourde en termes de handicap et de burden of disease. Alors, deux grands types, je dirais, de psychose. Si on ne considère pas la psychose paranoïaque, disons, vous avez de grandes familles de psychoses, dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Et entre les deux, avant, il y avait une sorte de dichotomie. On considérait la schizophrénie seule et le trouble bipolaire seul. Ça, c'était les anciennes classifications des Allemands, des psychiatres allemands d'Emil Kraepelin. Donc, ça, c'est la dichotomie. Actuellement, les choses ont évolué. Vous allez voir comment elles ont évolué dans le cas de la psychose depuis l'avènement des neurosciences. Et on parle de continuum, c'est-à-dire on pense que la schizophrénie et le trouble bipolaire, entre les deux, il y a une sorte de continuum. C'est la même maladie. On parle de maladie neurodéveloppementale, comme pour l'autisme ou pour autres maladies. Donc, qu'est-ce que le trouble schizophrénique? Il se manifeste cliniquement par des symptômes de la série positive, c'est des symptômes productifs. Donc, le patient se met à délirer, à construire une autre réalité. Donc, c'est le délire. Des hallucinations, c'est des troubles du champ perceptif. Il va voir des choses qui n'existent pas, entendre des choses qui n'existent pas. Une dimension négative, donc le patient va perdre toute motivation, donc il sera abolique, il sera retiré, il va vivre dans la solitude, il va vivre dans son monde, dans sa bulle. Et une dimension désorganisée,
le patient est incohérent dans ses propos, il est incohérent dans sa réflexion, et il est ambivalent, et son comportement est désorganisé. C'est pour ça que vous voyez les schizophrènes dans les rues, errer, parler tout seul, avec une tenue qui est complètement inadaptée, ils ne sont pas dans le contexte, c'est de la désorganisation. Donc la schizophrénie, c'est ces trois dimensions-là. Le délire et les hallucinations, c'est les symptômes positifs. Les troubles cognitifs, donc le patient qui va être retiré, avoir des troubles cognitifs, et puis sera aussi désorganisé. Le trouble de l'humeur, c'est aussi une psychose, c'est considéré aussi, maintenant on parle de troubles bipolaires avec ou sans symptômes psychotiques, c'est des troubles de l'humeur qui sont sévères. On a parlé de dépression. Le pôle contraire de la dépression, c'est la manie, c'est des états d'euphorie intense, de jovialité extrême. Donc ces patients qui oscillent entre des états maniaques et des états dépressifs, on les appelle troubles bipolaires. Il existe plusieurs types. Le type 2 est moins sévère généralement que le type 1, on ne va pas aller dans le détail, et peuvent être accompagnés ou pas de symptômes psychotiques qui sont les délires et les hallucinations. Entre les deux, donc, vous avez un autre trouble qui associe des symptômes schizophréniques et des symptômes thymiques, c'est le trouble schizoaffectif. Ça, c'est selon les systèmes de classification qui existent, enfin les plus célèbres, du DSM et de la CIM. Donc la CIM, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc je reviens aux psychoses. Les psychoses avant, quand on en parlait dans le début du 19e, c'était Emmeline Kraepelin qui les appelait démence précoce. Parce que toutes les psychoses évoluaient vers cet état de démence, comme on voit aujourd'hui pour l'Alzheimer, mais sauf que l'Alzheimer du 19e siècle, il avait 18-20 ans. Ça veut dire que quand on était atteint de schizophrénie, on va perdre le plus gros de son capital cognitif après 5-10 ans d'évolution maximum. Et tout ceci était allé dans le sens d'une évolution démentielle. Les choses ont changé aujourd'hui. Les schizophrènes n'évoluent plus de la même manière. Les schizophrènes ont droit à la vie, ont droit à une chance dans la vie, une chance de réinsertion en société. Ça, c'est grâce au développement des techniques et des stratégies de soins. Mais ça sera aussi, c'est aussi grâce au dépistage précoce. Maintenant, dès qu'on pose le diagnostic de schizophrénie, on traite, et idéalement par un antipsychotique de nouvelle génération qui va préserver la cognition. Donc voilà, les choses ont changé. Et deux choses, parce que la prise en charge a changé, mais aussi parce qu'on fait des efforts dans le sens du dépistage. Et c'est ce qu'on essaiera de voir. Alors, premier message que je voudrais faire passer à propos de psychose, là on est à Schleuf, on est à l'intérieur du pays, on est entre Oran et Alger. Moi j'ai fait ma thèse sur la génétique de la schizophrénie et du trouble bipolaire. Nous avons une population en Algérie, en tout cas une certaine proportion de la population qui est particulière sur le plan génétique, où on a recours au mariage consanguin. Et vous savez, quand on pratique des mariages consanguins, on multiplie le risque génétique lorsque des maladies sont à composante génétique. Et ces maladies-là, qui sont très lourdes sur le plan du handicap et de la souffrance humaine, ont un déterminisme génétique, qui n'est pas à 100%, mais qui est quand même de l'ordre de 80%. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, on pensait que la schizophrénie, on ne savait pas très bien qu'est-ce qui fait qu'une personne devient schizophrène, comment on devient fou. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est à 100% génétique, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, il y a une composante génétique importante. Et j'en parle aujourd'hui parce qu'on est dans un contexte algérien, parce qu'on a tendance à pratiquer les mariages consanguins, parce qu'on a un rôle à jouer dans la société, un message à transmettre. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument, contre laquelle il faut absolument lutter et faire des efforts dans le sens de la psychoéducation, de dire, madame, voilà, vous êtes mariée à votre cousin, bon, essayez en tout cas de ne pas reproduire ça à votre niveau, etc., parce que vous risquez d'augmenter le risque de maladies à composante génétique. Faire du conseil génétique. Alors, pour la schizophrénie trop bipolaire, comment ils sont arrivés, donc les scientifiques, à penser à cette composante génétique? C'est grâce aux études de jumeaux. Les études de jumeaux, c'est des études de concordance. Les jumeaux monozygotes, c'est des jumeaux qui partagent 100% de leurs gènes en commun. Et quand, voilà, j'ai un frère jumeau, on est vrai jumeau, enfin une sœur, ma jumelle, si elle fait une schizophrénie, j'ai 65% de risque de faire une schizophrénie aussi. Si elle fait un trouble bipolaire, j'ai 80% de risque de faire une schizophrénie.
Voilà. Et si le jumeau il est dizygote, donc faux jumeau, c'est 12 et 8%. Cette différence de concordance entre jumeaux monozygotes et dizygotes a permis de mettre en évidence, d'apporter la preuve qu'il existe un facteur génétique dans le déterminisme de ces affections. Après, il y a d'autres, ça c'est les études de jumeaux qui sont très célèbres dans les années 80, qui étaient très célèbres, années 80-90. Après, ils sont allés plus loin avec les études d'épidémiologie d'agrégation familiale. Ça veut dire quand j'ai un frère schizophrène, quel est le risque dans ma famille d'avoir la schizophrénie? Alors, quand on a un schizophrène, donc lorsque le patient est schizophrène, ces apparentés de premier degré ont 10% de risque de devenir schizophrène, 3,7% de risque de faire un trouble schizoaffectif, et puis entre 0,5 et 3,5% de risque de trouble bipolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un schizophrène, la schizophrénie et le trouble bipolaire partagent une sorte de pool génétique comme ça en commun. Et quand on a dans sa famille, en tout cas un schizophrène, un bipolaire, il y a un risque génétique. Et il est intéressant donc de faire du dépistage chez ces familles-là, qui sont très fréquentes, hein, 1% c'est beaucoup si on veut. Et surtout que chez nous, c'est un pourcentage qui risque d'être multiplié à cause de l'endogamie, de l'isonymie, des mariages consanguins, le fait de se marier comme ça, dans un milieu rural, tous de la même famille, etc. etc. Voilà, donc le risque génétique est important dans notre population. Mais le risque génétique seul donc, ne permet pas d'expliquer la totalité du déterminisme de ces maladies. D'autres facteurs de risque environnementaux sont incriminés. L'usage du cannabis, les traumatismes infantiles, là, voilà. On est dans une région particulière où la population a subi, donc ces enfants qui ont subi des traumatismes infantiles et qui portent dans leur génome une vulnérabilité, en tout cas des mutations qui prédisposent à la schizophrénie, ça va augmenter le risque de développer la schizophrénie. Donc quand ils seront adolescents, ils peuvent venir consulter chez vous pour des troubles psychotiques, et là, il serait important de dépister les troubles mentaux chez cette population. Les infections, les complications obstétricales, d'autres facteurs environnementaux, la migration, l'urbanicité, l'isolement, en tout cas, grand nombre de facteurs psychosociaux, de stress, qui augmentent ce risque de développer une psychose, une schizophrénie, lorsqu'ils sont associés aux facteurs génétiques. Alors, comment les choses vont se passer sur le plan clinique? C'est toute une trajectoire. On porte la vulnérabilité. Nos mamans déjà étaient exposées à des facteurs de risque psychosociaux, donc le risque augmente, donc le seuil augmente. On commence à présenter des symptômes cognitifs, moteurs, quelques troubles sociaux. Donc, voilà, c'est des gens qui ont le contact social difficile, ils sont isolés, ils sont dans le retrait. Progressivement, ils commencent à présenter des symptômes d'anxiété et de dépression dont on vient de parler. Ensuite, social withdrawal, c'est le retrait social, des troubles cognitifs importants. Donc, vous avez ces adolescents qui sont en échec scolaire. Il y a une rupture par rapport à l'état antérieur. La maman vous dit, mais enfin, mon fils, il était excellent, il est intelligent. Je ne comprends pas quand il est arrivé au bac, il est en échec scolaire. Et là, si vous revenez un peu plus loin, vous dites alors comment il a évolué jusque-là. Oui, c'est vrai, progressivement, il commençait à se retirer, à fumer des pétards, à fumer du cannabis avec ses copains. Oui, mais au fait, c'est quelque chose qui doit vous orienter vers une évolution schizophrénique. Mais avant de devenir donc psychosis, avant de devenir schizophrène, de développer la psychose, les patients vont passer par vont présenter des symptômes prodromiques. Et là, il est intéressant de les reconnaître. Donc voilà, ce que l'on favorise, c'est cette early detection, donc ce dépistage précoce des troubles psychotiques. Et là, il serait intéressant donc au moins commencer à les évaluer, ensuite discuter la nécessité ou pas d'un traitement. Mais ce qui est sûr, c'est que plus tôt on traite, meilleur sera le pronostic de ces gens-là. Et ça serait vraiment voilà, la différence entre les gens qui sont dépistés, traités précocement et ceux qui ont été oubliés, enfin je dirais en tout cas pas pris à temps, la différence est très importante. Alors, quels sont ces symptômes prodromiques? Il y a des symptômes qui sont non spécifiques, qui ne sont pas spécifiques à la psychose. Anxiété, dépression, que tout le monde peut ressentir. Tout le monde peut développer de l'anxiété et de la dépression à un moment X de la vie. Maintenant, quand ça survient à un âge très précoce,
troubles de la personnalité, l'abus d'alcool, l'abus de drogue. On va le voir dans la troisième présentation. Quand on a des symptômes, une souffrance interne, on a tendance à recourir à la drogue ou à l'alcool pour l'automédication, pour soulager cette tension. Et si cette tension interne, c'est de la psychose, et en plus on fume du cannabis, là on va augmenter considérablement le risque. Anomalies comportementales, etc., etc. Changement cognitif, patient qui vous dit j'arrive plus à me concentrer, j'oublie, j'ai des oublis, je me sens un peu changé comme ça. Variété d'expériences anormales, c'est voilà, le patient qui vous dit je me sens pas moi-même, il y a des moments où je sens que mon visage est en train de changer. Là, on est très probablement dans les symptômes prodromiques. Donc, ils surviennent de manière progressive dans la période de prépuberté ou à la puberté. Et ça, c'est la période de déclenchement des symptômes. Alors, quels sont les indicateurs prodromiques précoces? Il y a des symptômes qui sont plus précoces que d'autres. Le retrait social. Vous avez un adolescent qui commence progressivement à se retirer. Il est dans son monde. Et sa maman vous dit, oui, il est là, il est à la maison, mais c'est comme s'il n'était pas avec nous. Il passe sa journée dans sa chambre, alité, allongé. Il dort? Non, il ne dort pas, par de clinophilie. Il est allongé, mais il ne fait rien. Ça, c'est le retrait social, c'est un symptôme prodromique qui devrait attirer votre attention. Détérioration du fonctionnement. Elle vous dit, mon fils, il avait un rendement scolaire qui était satisfaisant. Du jour au lendemain, son rendement scolaire a diminué. Je ne comprends pas. Il n'a rien, on n'a pas de problème à la maison, etc. Ça devrait vous interpeller. L'humeur dépressive, comme ça, qui est anormale, avec un certain détachement, une certaine froideur. Diminution de la concentration, de la motivation. Surtout si en plus, il va s'automédiquer par du cannabis. Le cannabis entraîne le syndrome amotivationnel, provoque. Une des conséquences du cannabis, c'est le syndrome amotivationnel. Il diminue la motivation. Alors lui, il est déjà en pré-psychose, il va consommer du cannabis, ça va le mettre dans un certain engrenage comme ça. Des troubles du sommeil, il ne dort pas, généralement c'est de l'insomnie, ou même l'hypersomnie, c'est rare, mais c'est surtout de l'insomnie. Et dans la journée, il est là, mais il ne dort pas. Il est clinophile. Anxiété, méfiance, commence à avoir des idées bizarres, comme ça, etc., voilà, des idées de référence, de méfiance comme ça. Un peu plus tardivement, son comportement devient étrange, devient bizarre. La maman vous dit, je ne reconnais plus mon fils, il devient bizarre. Il commence à se laisser aller, il diminue son hygiène corporelle, de plus en plus négligée, il ne se lave pas, il ne se douche pas, il ne se brosse pas les dents. Affect inapproprié, il peut vous dire je déteste ma mère, mais tout en souriant, par exemple. Il est dans l'ambivalence comme ça. L'affect n'est pas approprié au contexte. Discours vague, pas trop élaboré, parce que c'est secondaire au trouble cognitif, il n'arrive pas à élaborer une idée, à aller jusqu'au bout de ses pensées. Croyances bizarres, pensées magiques, expériences inhabituelles, subjectives. Il peut avoir des idées bizarres, de vous dire, je sais pas, moi j'ai vu une ombre, j'ai vu des choses comme ça, et donner des interprétations à ces hallucinations. Donc voilà, c'est des symptômes qui sont précoces, je dirais même ultra précoces. Il serait intéressant de les détecter dans la population, de patients que vous recevez, de suivre seulement l'évolution de ces patients-là. Quand vous sentez que ça commence à venir, que le retentissement commence à se voir, en tout cas quand vous aurez la possibilité de détecter les premiers symptômes, le premier délire, les premières hallucinations, la première désorganisation du comportement, vous pouvez orienter en psychiatrie. Voilà, la différence entre ces gens... Alors, il existe dans les travaux de recherche 3 grands sous-groupes de population à risque. Présence de symptômes psychotiques atténués, c'est des gens qui délirent à minima, qui sont parfois hallucinés ou ils sont un peu désorganisés. On les connaît, ce qu'on appelait avant les personnalités schizotypiques. C'est des gens qui peuvent partager, qui peuvent avoir une intégration sociale professionnelle, mais avec un certain détachement, une certaine froideur. Vous en connaissez certainement. Ils sont bizarres, ils ne sont pas comme les autres, ils sont singuliers, ils s'habillent de manière un peu étrange, ils ont une pensée magique ou paramagique comme ça. Alors, deuxième sous-groupe, c'est des histoires de symptômes psychotiques limités. Bref, ensuite, vous avez cette population de vulnérabilité génétique, donc ces sujets qui ont un frère schizophrène, parents consanguins premier degré, chez lesquels on sent le risque génétique. Quand vous faites l'interrogatoire, est-ce qu'il y a des schizophrènes dans votre famille? Oui, combien? Tac, tac, tac. Ce
qu'il y a des bipolaires? Oui, enfin, voilà, c'est une population à risque. Si un patient vous dit « j'ai des antécédents familiaux », plus c'est proche dans les degrés de parenté, plus c'est un facteur de risque de développer la psychose. Donc, il faut être particulièrement vigilant avec ces gens-là. Alors, lorsque les gens sont présentent ces symptômes ultra précoces, c'est ultra high risk, EHR, de développer une schizophrénie, ils ont 400 fois plus de risque que la population générale de finir schizophrène. Donc, vous voyez l'enjeu, l'importance de dépister précocement. Alors ça, c'est les travaux de recherche. Le plus grand nombre, ça, c'est un travail de revue, de Systematic Review, qui dit que 72,3% de cette population sont une population qui présente des symptômes psychotiques atténués. Donc un petit délire, à minima, compatible avec un fonctionnement normal. Et là, il serait important, quand on est médecin généraliste, de le dépister, de le mettre dans un circuit de soins. Ça, quand on réfléchit comme ça et quand on élargit le spectre de réflexion autour du problème de psychose, on s'aperçoit finalement que ce ne sont pas uniquement les 1% de la population qui sont schizophrènes, mais la schizophrénie, c'est un spectre qui concerne 3,5% de la population, qui sont aussi les schizoaffectifs, les gens qui ont des troubles délirants, qui font des troubles psychotiques, bref, etc. Ça veut dire que la schizophrénie, qu'est-ce que je veux dire à travers cette diapo? Que la schizophrénie est plus fréquente qu'on le pense. Et parmi la population de patients que l'on reçoit. Comment ça se manifeste? Donc rapidement, le début peut être soit aigu, par la classique bouffée délirante, la manie, une dépression atypique, un symptôme médico-légal, un patient, du jour au lendemain, peut aller commettre un meurtre, un homicide. J'avais une patiente qui, du jour au lendemain, elle est allée égorger ses 3 enfants. C'était le mode d'entrée en schizophrénie. C'est terrible, mais enfin, c'est la schizophrénie. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est ce comportement étrange qui nous marque dans notre pratique quotidienne. Ou alors le début peut être progressif, ces patients qui vous disent, donc ces mamans qui vous disent, mon fils présente un fléchissement scolaire, ses croyances ont changé. Alors, les croyances et le contenu du délire sont toujours influencés par la culture. Il faut faire attention, entre la jeune femme qui se présente, elle vous dit, je suis possédée par un djinn, alors là, il faut faire une évaluation précise et rigoureuse. Est-ce qu'elle est schizophrène ou elle est dépressive ? Est-ce qu'il existe les autres symptômes au-delà du discours qu'elle rapporte? Est-ce qu'ils sont dans l'ordre de la désorganisation? On est devant une schizophrénie, donc une bouffée délirante, ou ils vont dans le sens de la tristesse, des événements de vie stressants, etc. Et on est devant une schizophrénie. D'accord? Les idées d'engouement pour la religion, d'engouement mystique, etc., il faut faire la part des choses entre ce qui est schizophrénique, ce qui est maladie et ce qui est culturel et contextuel. Donc là, il faut savoir faire la part des choses. Ok, donc le début progressif peut être aussi phobique, hystérique, psychopathique, en tout cas, toutes sortes de maladies mentales, de symptômes psychiatriques avec des caractéristiques d'atypicité, avec un caractère étrange, bizarre, doivent faire suspecter un début en schizophrénie. La phase d'état est faite essentiellement de délire et d'hallucination, un repli autistique, donc un repli social, une désorganisation et des symptômes négatifs, des troubles de la concentration et des troubles de la mémoire essentiellement, qui ne seront pas donc compatibles avec une intégration sociale et professionnelle. Donc en gros, la schizophrénie comporte plusieurs sphères, plusieurs dimensions. Une dimension affective qui est faite, donc, qui se rapproche du trouble bipolaire, qui est faite de dépression, de manie. Une dimension dissociative qui est la dimension schizophrénique. Le DSM-5 donc, retient les mêmes critères diagnostiques, les idées délirantes, les hallucinations, le comportement désorganisé, puis cette réduction de l'expression émotionnelle, cette abolition, cet affaissement de l'affect. Les schizophrènes sont froids, sont détachés. Et quand vous avez un patient qui avait l'habitude de consulter chez vous, par exemple depuis son enfance, qui était là, jovial, présent sur le plan émotionnel, et vous constatez au fur et à mesure de son évolution un abaissement de l'affect, un affaissement de l'affect, un émoussement de l'affect, là, il serait important de suspecter une schizophrénie. En tout cas, de penser à une schizophrénie. Là où il serait intéressant d'agir, c'est au niveau du premier épisode, parce que là, il va y avoir une réponse, généralement, le premier épisode, il est sévère, mais il va aussi conditionner la suite du traitement. On va le voir.
Alors, lorsqu'on agit au premier épisode, les patients, donc ça c'est une étude méta-analyse de 100 études qui ont montré que lorsqu'on agit dès le premier épisode, le first episode psychosis, les patients ont 20% de récupération complète et 40% de chances de récupération totale, enfin de récupération sociale, compatible avec une vie sociale. C'est-à-dire que si on n'intervient pas dès le premier épisode, c'est des chances très 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 minimes de retrouver une vie sociale normale. Et ça, on parle d'une période de 2 ans, juste après le premier épisode. Donc, il fait son premier épisode, vous le prenez à temps, en tout cas, vous multipliez ses chances par 20 de récupérer un bon niveau, en tout cas un niveau de fonctionnement satisfaisant. Alors, il est important de bien traiter, de faire le maximum, je dis toujours, de mettre le paquet lors du premier épisode, parce que ça va conditionner la suite, parce que le patient, vous allez créer un lien thérapeutique avec lui, le patient va vous faire confiance, et si vous avez un bon lien avec le patient, vous allez faire beaucoup de choses pour son évolution, parce que ce patient-là, ce même patient, il a 80% de risque de rechute dans les 5 premières années de sa maladie. C'est énorme. Et là, si on évite la rechute, plus il fait des rechutes, plus il va perdre de la matière cérébrale. Et plus il va perdre sur le plan cognitif, et moins il aura des chances de récupérer, d'être réinséré en société. Et là, il faut être... Voilà, c'est aussi des situations dans lesquelles on fait travailler son humanisme, on met le paquet, on fait le maximum, on adapte le traitement, on voit les familles, on fait des thérapies de groupe, etc. On essaie de réinsérer professionnellement parce que ça va conditionner la suite de la prise en charge. Donc voilà, ce qu'on cherche à éviter dans notre prise en charge, c'est justement la rechute. Il y a des réponses partielles au traitement, des patients qui répondent mais pas tout à fait, et puis des formes réfractaires, des formes de résistance. Nos objectifs sont de favoriser une bonne réponse au traitement, une rémission des troubles, parce que la schizophrénie est une maladie chronique, les patients ne vont pas revenir normaux, hein, mais ils seront toujours obligés, c'est le traitement au long cours, là par contre ça c'est sûr, et puis favoriser le meilleur niveau de récupération possible. Alors, cette étude, je l'aime bien, c'est une étude, l'étude CATI, c'est une grande enquête réalisée en multicentrique sur plusieurs centres en Europe et aux États-Unis, qui a concerné 1281 patients. Ça, parmi les résultats de cette enquête CATI, il y a cette étude qui est assez jolie, dans laquelle les chercheurs se sont intéressés aux attentes des patients. Vous savez, ils ont questionné les patients, des patients schizophrènes. Ils leur ont posé la question, qu'est-ce que vous attendez des traitements que l'on vous administre? Parce que vous savez, quand on est schizophrène, le noyau même de la maladie, c'est la nosognosie. Le patient ne se reconnaît pas malade. Et donc, il n'a pas envie de prendre le traitement. Il ne prendra pas le traitement. Il arrête son traitement et il rechute. Et ça pose des problèmes à la famille. Et il le ramène et il l'hospitalise sous contrainte. Quand il sort, il arrête le traitement, il revient et voilà. Et c'est comme ça qu'ils passent toute leur vie. Avec l'évolution des thérapeutiques, des traitements qui sont de plus en plus, raffinés actuellement, c'est plus les neuroleptiques d'avant, on cherche à améliorer nos objectifs. Et dans cette étude, donc, ils sont intéressés aux attentes des patients. Les patients vous disent quoi? J'attends du traitement qu'il augmente mon énergie et mon intérêt pour les choses de la vie. Voilà, j'ai perdu l'intérêt pour la vie, j'ai perdu le goût, le plaisir et la motivation. Et j'attends de ce traitement qu'il me redonne cette motivation, ce plaisir comme avant. Alors, je veux améliorer ma vie sociale. Je vis de manière isolée, je vis de manière marginale et j'attends de ce traitement qui me permet de tisser des liens avec mes pairs. Diminution des symptômes gênants, surtout le délire et les hallucinations. Ils vous disent, moi je pense de manière différente que les autres et je sais que s'il y a ma maladie, ça c'est dans le meilleur des cas, quand les patients sont bien stabilisés. Je veux que le traitement me permette une meilleure concentration, donc diminuer mes difficultés de concentration, moins d'effets indésirables, parce que les traitements que l'on prescrit à nos patients donnent des effets secondaires extrapyramidaux, donc ces symptômes parkinsoniens, des troubles cognitifs, des troubles sexuels, donc les gens qui ont une vie sexuelle et surtout les hommes, donc ils ont ces problèmes de dysfonctionnement érectile, d'impuissance même, ou d'anéjaculation qui sont très importants, qui sont souvent la cause des arrêts de traitement. Et les patients veulent être améliorés sur ce plan-là, et puis surtout reprendre une productivité, donc une vie professionnelle normale. Donc voilà.
Comment on traite? Il y a des recommandations. La NICE, c'est le National Institute of Care Excellence. Bon, bref, c'est anglais. Les recommandations les plus célèbres sont des recommandations anglaises. Vous voyez que dans les recommandations, il n'est pas question uniquement de traitement, de dire donner tel traitement. C'est que n'importe quel adulte qui présente un premier épisode psychotique, alors au jour d'aujourd'hui, on traite par antipsychotique, par neuroleptique, c'est-à-dire antipsychotique, c'est la nouvelle classe, pas dans les syndromes prodromiques, dans les symptômes prodromiques, là que je vous ai montré, vous n'allez pas mettre un traitement antipsychotique chez quelqu'un qui commence juste à présenter des prodromes de schizophrénie, on est d'accord, mais on commence à traiter lorsqu'il y a le premier épisode. Avant, il y a dans la recherche, on utilise actuellement des antidépresseurs, mais c'est encore des essais cliniques. Mais ce qui est recommandé, c'est de les dépister et de les suivre dans le temps. Comme ça, dès qu'il fait son premier épisode, on le chope et on le soigne. Et on lui donne le maximum de chance. C'est ça l'idée du dépistage. Ce n'est pas de traiter les prodromes, c'est juste de surveiller, de dépister les prodromes et de les surveiller dans le temps. Et dès qu'il fait le premier épisode, parce qu'on est obligé de respecter les recommandations. Donc on le met sous antipsychotiques seconde génération. Il existe aujourd'hui pas mal en Algérie, on les a pratiquement tous, comme dans les pays développés. C'est la risperidone, la répiprazole, l'olanzapine, la clozapine, sont des molécules donc, qui sont plus, qui présentent donc, une meilleure efficacité, une meilleure tolérance. Ce traitement doit être obligatoirement associé à des thérapies cognitives et comportementales, c'est des traitements psychothérapiques adaptés pour les psychoses. On doit non seulement prendre en charge le patient, mais aussi tout l'entourage familial qui souffre énormément. C'est une souffrance familiale extraordinaire quand on a un patient schizophrène dans sa famille. Il y a des programmes de soutien à l'emploi, ça c'est les recommandations anglaises, on est d'accord. Mon ami Hiyazoubé qui travaille à l'hôpital psychiatrique, qui me regarde avec un sourire comme ça. On ne le fait pas chez nous, on est d'accord, mais il faudrait qu'on envisage d'aller dans ce sens. Alors, ce qui est important par rapport aux médecins généralistes, c'est que quand vous avez un schizophrène suivi dans vos consultations, les recommandations mondiales préconisent une évaluation spécifique et complète de leur état de santé physique. Parce que c'est des malades qui présentent un risque de mortalité qui est 10 fois plus important, à part le suicide. Mortalité par des problèmes de santé physique, parce qu'ils sont sédentaires. Donc, ils sont très fumeurs, ils ont des problèmes d'addiction comorbide. Ils consomment des drogues, ils ne font pas d'exercice, ils sont négligés, ils ont une hygiène délétère, corporelle délétère. Ils vivent généralement dans la précarité quand ils n'ont pas d'emploi, quand ils ne sont pas pris en charge par leur famille. Et donc, ils sont plus sujets, plus exposés aux problèmes de santé physique. Et il est important de s'occuper de cette santé humaine, de s'occuper, je dirais que c'est dans un but humanitaire, mais aussi médical. S'occuper de l'état de santé physique des patients schizophrènes. Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Ce qu'on a tendance à faire, moi je travaille dans un hôpital général, lorsque je m'occupe des femmes, lorsque je vais présenter une patiente schizophrène dans un service de médecine, X ou Y, la conduite à tenir, c'est pas de transfert par la psychiatrie. Et donc il faudrait vraiment s'imposer et se battre tous les jours pour qu'on accepte nos malades schizophrènes dans les services de médecine avec les autres patients. Voilà, c'est un effort qu'on est obligé de faire, nous médecins, pour intégrer ces gens-là, faciliter leur intégration, même dans les services de soins. Ce n'est pas spécifique à l'Algérie, ça existe partout, mais c'est quand même dommage que ça se passe comme ça chez nous. Il faut vraiment se battre tous les jours pour qu'on accepte. Mon ami, le docteur Hiyazoubé, qui est là, il travaille à un hôpital psychiatrique, médecin généraliste. Voilà, quand on a un problème de santé physique, on galère avec les collègues des autres spécialités pour faire admettre nos malades, ce que je trouve très dommage. Alors voilà, les dernières recommandations. Ça aussi, c'est important pour les médecins généralistes. C'est quand vous avez des schizophrènes stabilisés, suivis dans votre consultation. La prise en charge doit aller aussi dans le sens d'une activité physique, d'une meilleure hygiène alimentaire, d'une aide au sevrage tabagique. C'est dans les recommandations internationales. On doit motiver nos patients à faire un sevrage tabagique, à améliorer, parce qu'ils ont tendance à prendre beaucoup de poids sur neuroleptiques, améliorer leur hygiène alimentaire, etc. Voilà. Concernant donc les troubles psychotiques, c'est des pathologies de l'adulte jeune et source majeure de handicap social, mais aussi de souffrance humaine. Dépistage des populations à risque s'impose à nous, médecins, aujourd'hui. Le traitement précoce est bien conduit, on est obligé de le faire. Ceci augmente le taux de rémission et de récupération et permet de réduire le handicap social inhérent à ces maladies et soulager la souffrance des familles.
Voilà à propos des troubles psychotiques. Merci pour votre attention. Alors, on termine par cette question sur les addictions. Il m'a semblé aussi important de parler d'addiction. C'est un problème majeur de santé publique. Hein. On en parle de plus en plus. En plus, on est à la fin mai. La journée mondiale de la tabacologie, c'est le 31 mai. La journée internationale de lutte contre les addictions, c'est le 26 juin. C'est une période de l'année où on parle de plus en plus d'addiction. On ne peut pas tout dire concernant, c'est une spécialité en soi, l'addiction, la dictologie. On ne peut pas tout dire, mais par rapport à ce qui vient d'être, de ce qu'on vient de débattre, et par rapport à la thématique d'aujourd'hui, il me semble utile de parler des comorbidités addictives et surtout les comorbidités psychiatriques. Ça veut dire quelles sont les autres pathologies qui sont fortement associées aux problèmes d'addiction. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de faire le dépistage dans les deux sens. Vous avez un jeune schizophrène qui vient consulter chez vous pour un problème, je ne sais pas moi, de surpoids, de diabète. Ben vous allez essayer de faire le dépistage d'un trouble addictif, voir s'il fume ou ne fume pas. Donc on est déjà dans les addictions, voir s'il prend du cannabis ou pas. Et si vous remarquez qu'il a une comorbidité addictive et psychiatrique, là vous allez lui offrir, en tout cas l'orienter vers une prise en charge spécifique. Idem pour les alcooliques qui font des dépressions, idem pour, voilà. En tout cas, c'est des situations qui sont très très fréquentes, on va le voir, et qui permettent donc de mettre le doigt sur des populations qui sont spécifiques, hein, c'est des troubles. Déjà, l'addiction seule est un problème de santé publique, la drogue, la toxicomanie, c'est un problème. Alors, quand cette toxicomanie, cette addiction est associée à un problème psychiatrique comorbide, alors là, on a 2 fois plus de problèmes. Et ce qui représente la moitié des situations. On va le voir dans les enquêtes internationales. La moitié des patients, 50%, 51% même, des patients qui ont des problèmes d'addiction ont un problème psychiatrique comorbide et vice-versa. C'est important. Donc voilà, juste pour vous familiariser avec ce terme addiction, c'est un terme d'origine, c'est un vieux terme qui a été utilisé avant. C'était un terme dans l'origine juridique et qui veut dire contrainte par le corps, donc qui incrimine le corps et la contrainte par le corps dans ce concept d'addiction. Utilisé d'abord par les anglo-saxons pour ce qui est de l'addiction à l'alcool, donc avant, au tout début de l'utilisation de ce terme. Et puis l'usage français, petit à petit, il tend vers celui de la dépendance. Et donc toute personne dépendante à un produit ou à un comportement est une personne addicte. En gros, c'est ça. Donc, comment on définit donc les origines du concept datent des années 70 à peu près. Donc, les premiers critères qui ont été émis pour l'addiction concernent les compulsions. Donc, c'est ce comportement, compulsionnel, comme dans les TOC, comme dans les troubles obsessionnels compulsifs. Ça veut dire qu'on est contraint à un comportement, comment vous dire, alors à s'engager dans un comportement, même si on sait que ce comportement est néfaste pour notre fonctionnement. C'est ça la notion de compulsion. On est contraint, on est obligé. Dans les TOC, le patient vous dit, pour annuler l'idée obsédante, je suis contraint de me laver les mains 20 fois par jour. Je sais que ce n'est pas bon, je sais que je perds mon temps, je sais tout ce que vous êtes en train de me dire, mais je suis contraint de faire ce comportement compulsif pour annuler cette idée. Le patient addict, il vous dit « je suis contraint d'aller consommer le toxique ou d'aller pratiquer ce comportement, comme dans le jeu pathologique ou autre, juste pour soulager cette tension qui est en moi, cette tension intérieure. » Donc, après, le patient va maintenir ce comportement malgré ses conséquences négatives. Il sait qu'il va risquer de faire de la prison, il sait qu'il est complètement ruiné, il n'a plus de sous, il a divorcé, il est au chômage, il a tout perdu. Mais enfin, il va maintenir le comportement addictif parce que c'est plus fort que lui. Il est obsédé par la prise du produit ou par le comportement. Après la prise ou après le comportement addictif, le patient va ressentir une certaine culpabilité. Il vous dit, mais enfin... j'essaie de m'arrêter de boire, mais j'arrive pas. Je sais que c'est pas bon. Je me culpabilise énormément. Je fais du tort à ma famille, mais enfin, c'est plus fort que moi. Et puis, quand il décide d'arrêter, ou les moments où il s'arrête de consommer,
il va manifester des symptômes de sevrage. C'est des symptômes qui sont ou physiques ou psychologiques, généralement les deux. Et chaque substance addictogène, elle a sa panoplie de symptômes de sevrage. Par exemple, vous avez le tremblement, l'anxiété, les épigastralgies pour l'alcool. Vous avez d'autres symptômes pour la cocaïne, d'autres symptômes encore pour l'héroïne. En gros, c'est ce comportement compulsif qui est maintenu dans le temps, qui peut provoquer une culpabilité et des symptômes de sevrage. Ces notions-là permettent de définir le trouble addictif. Donc, le modèle le plus retenu aujourd'hui, c'est un modèle assez ancien, c'est le modèle de Goodman. Alors, comment définit Goodman l'addiction? L'addiction est une condition dans laquelle, c'est une condition humaine qui existe depuis la nuit des temps, l'addiction ou la toxicomanie ou le problème de drogue. C'est un comportement qui est susceptible de donner du plaisir. Alors, pourquoi on devient addict? Soit pour rechercher du plaisir, soit pour soulager une tension. Donc voilà, c'est une condition dans laquelle le comportement est susceptible de donner du plaisir. Avant, les chanteurs, les artistes, ils prenaient tous leur joint de cannabis pour devenir créatifs, pour devenir productifs. Ils prennent leur verre pour soulager une tension, pour pouvoir être plus à l'aise en public, etc. Sauf que quand ils essaient d'arrêter, ils n'arrivent pas à répéter, ils sont en échec. L'échec répété de contrôler, quand ils perdent le contrôle par rapport à la substance, on est dans le problème d'addiction. Alors, échec répété de contrôler le comportement, premier critère, et puis poursuite du comportement malgré ses effets négatifs. Le patient, il n'est pas psychotique, il est conscient, il est normal. Il est conscient qu'il y a des conséquences négatives sur sa vie, il a tout perdu, sauf qu'il continue à s'adonner aux toxiques ou aux comportements compulsifs. Alors, le DSM-5, comment définit les addictions? Alors, les addictions, il faut savoir qu'il y a deux types d'addictions. Vous avez les addictions aux produits, les addictions sans produits actuellement. Avant, on parlait uniquement de toxicomanie, le cannabis, l'héroïne, la cocaïne. Il fallait qu'il y ait un produit. Aujourd'hui, on considère même les addictions sans produits, le jeu pathologique, certains troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, boulimie, surtout la boulimie est considérée comme étant une addiction aux produits alimentaires. Les achats compulsifs, les dames, on connaît bien ce symptôme-là. Les achats compulsifs, quand on est tendu, quand on est sous tension, on va dépenser de l'argent dans les vitrines, dans le shopping. Ça peut être, si on perd le contrôle, dès qu'on a un peu d'argent, on va le dépenser, on sent cette tension, et quand on arrête d'acheter, on a des symptômes de sevrage, on présente probablement une addiction type achat compulsif. Les addictions sexuelles, alors les addictions sexuelles, c'est vrai, c'est un comportement aussi addictif sans produit. Les collègues à l'étranger, quand ils en parlent dans les congrès, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous en voyez en médecine générale, les gens ne viennent pas consulter spontanément comme ça en psychiatrie pour des histoires d'addiction sexuelle, mais en médecine générale, je ne sais pas, mais c'est des gens qui souffrent énormément parce qu'ils sont dans ils vivent... Ben oui, exactement. Ils vivent de manière complètement marginale et quand vous faites un examen gynécologique, vous pouvez trouver des ulcérations au niveau, au niveau de la verge, etc. Et c'est compliqué. Ils vivent leurs problèmes addictifs avec beaucoup de culpabilité et après, ça prédispose aux troubles mentaux de type dépression. Bon, bref. Alors, le DSM-5, comment il définit le problème d'addiction? L'incapacité de remplir des obligations majeures. C'est quand déjà le premier critère concerne le retentissement sur le fonctionnement. On n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à aller à l'école, on n'arrive pas à prendre soin de sa maison parce qu'il y a le produit, parce qu'on est complètement comme ça obsédé par le produit. Usage dans des situations physiquement dangereuses, conduite automobile par exemple en état d'ivresse. La tolérance, c'est quatrième critère, donc les problèmes sociaux, judiciaires, interpersonnels, ils sont en difficulté de couple, ils sont dans une difficulté familiale, ils perdent leur boulot, etc. Donc ça, c'est un critère. Quand il y a des répercussions, c'est déjà un critère. Il faut qu'il y ait 2 ou 3 critères positifs pour parler d'addiction. Il faudrait que le patient remplisse ces critères-là. La tolérance, et aujourd'hui, je fume 1 joint pour obtenir un effet plaisir, par exemple. Demain, je suis obligée de rajouter 2 joints, 3 joints de cannabis, parce que au fait, les 2 joints ne me feront plus aucun effet. Pareil pour l'alcool. Il commence par un verre, après c'est la bouteille complète, après c'est 2 bouteilles,
parce que le corps va s'habituer, va tolérer ces quantités de substances. Après, quand il arrête de prendre, il va manifester des symptômes de sevrage. Ça, c'est le 5e critère du DSM. Donc, c'est un syndrome caractéristique de la substance. Chaque substance a ses symptômes. Et puis, il faudrait que le patient renouvelle sa consommation pour soulager ou pour éviter ces symptômes de sevrage. L'exemple le plus que vous connaissez tous, c'est l'alcool. Les alcooliques, dès qu'ils arrêtent de boire, ils sont là, ils tremblent, ils sont anxieux, ils sont tendus. Et parfois, ils vous disent « Je suis obligé de renouveler ma consommation d'alcool juste pour soulager les symptômes de sevrage ou pour les éviter. » Et même d'augmenter la dose, et même d'aller vers des alcools plus forts. Et des fois, même le matin, dès le réveil. Alors là, il est foutu. S'il boit, il y a même des gens qui vous disent il boit du scotch, il boit du whisky, des alcools forts le matin au réveil. Quand vous posez la question comment il est arrivé jusque-là, ben ça a commencé par une petite bière, 2 bières, du vin, etc., etc. Et puis commencer à augmenter juste pour éviter des symptômes de sevrage. Donc il va vers des quantités beaucoup plus importantes pour une période beaucoup plus longue. Il est entièrement obnubilé, comme ça, obsédé par le désir persistant de renouveler la consommation. Et puis à chaque fois qu'il essaie d'arrêter ou de contrôler sa consommation, il n'arrive pas. Les efforts sont infructueux. Il vous dit, oui, je sais, le tabac, c'est pas bon, la cigarette, c'est pas bon. J'ai essayé de m'arrêter des milliers de fois, sauf que j'arrive pas. Il y a un moment où je suis obligée de renouveler ma consommation. Beaucoup de temps passé à se procurer la substance, hein, vous les voyez, bon, la cocaïne, on n'en voit pas chez nous, mais beaucoup de gens travaillent toute la semaine, tout le mois, pour gagner un peu d'argent, pour aller le dépenser. Importantes activités sociales, professionnelles ou loisirs qui sont soit arrêtées, soit réduites à cause de la substance, il va progressivement perdre ses loisirs, perdre ses activités, perdre les gens qui l'entouraient, parce que voilà. Et puis, les problèmes physiques et psychologiques. Et puis, il y a cette notion nouvelle qui existe que depuis 2013, qui est reconnue comme étant un critère de l'addiction, c'est cette notion de craving. Le craving, c'est ce désir fort, cette pulsion que l'on a, que l'on ressent et qui nous pousse à aller consommer une substance. Avant, on parlait de craving uniquement pour l'alcool, mais on s'est rendu compte, par exemple, pour les achats compulsifs, je vois qu'il y a des dames dans la salle, voilà, je ne consomme pas ou je ne fais pas des achats compulsifs, j'ai arrêté, j'ai suivi un programme de soins, etc. Maintenant, j'arrive à contrôler, mais même si j'arrive à contrôler, j'ai ce désir ardent en moi qui me dit « Oh mon Dieu, si tu vas craquer, je ne sais pas moi, 20 000 dinars, comme ça serait bien, comme ça serait bon, ça va te faire du bien. » Par exemple, c'est ce désir qui est là, qui persiste. Dans le sevrage alcoolique, il persiste des années, voire à vie, quand une personne est alcoolique. Alors, pour comprendre le phénomène d'addiction, il est important de corriger les idées maintenant quand on est médecin, parce que l'addiction, c'est un problème qui concerne tout le monde, qui concerne, voilà, maintenant, on prépare une journée avec Yahya Zoubir à Oran sur l'addiction, on invite la société civile, les associations, les imams de mosquées, etc., parce que c'est un problème aussi médical, mais aussi sociétal. Mais ce qu'il faut comprendre et l'idée qu'il faut transmettre à la population, c'est que l'origine est multifactorielle. On ne devient pas addict, ou même, allez, on va utiliser des termes anciens qui sont un peu plus lourds, plus violents. On ne devient pas toxicomane parce qu'on est marginal, parce qu'on n'a pas d'éducation, parce qu'on est mal élevé. Donc, il faut essayer de travailler sur la déstigmatisation de cette notion d'addiction. Ça permet de soulager la culpabilité des patients et de leur famille, qui est très importante. Et là, une fois qu'on est dans un lien comme ça linéaire, quand on tisse des liens avec le patient et sa famille, on peut envisager une stratégie de soins, on peut envisager un programme de soins, on peut faire quelque chose. Mais si on part de l'idée que oui, il consomme des toxiques, donc il n'est pas, voilà, c'est un marginal, il est mal élevé, c'est le canard boiteux de sa famille, c'est ceci, cela, on n'arrivera jamais à résoudre le problème des addictions. Donc voilà, il faut comprendre cette origine multidimensionnelle. Alors, comment la comprendre, comment se la représenter, ça c'est une notion très ancienne qui est toujours retenue grâce aux travaux de recherche. La consommation ou l'addiction, c'est l'interaction d'un produit ou d'un comportement, maintenant, d'un individu et d'un environnement.
Il y a des caractéristiques qui sont propres aux produits. Oui, l'alcool est une substance très addictogène. Oui, le tabac est une substance très addictogène. Oui, je ne sais pas moi, le comportement sexuel compulsif, l'achat compulsif, le jeu pathologique est un comportement à fort potentiel addictogène. Ça, c'est le produit. Ça, c'est les caractéristiques du produit. Après, il y a des caractéristiques de l'individu, c'est de ça dont je voudrais vous parler. On peut être prédisposé à présenter un problème d'addiction. Cette prédisposition, c'est quoi? Il y a des précurseurs psychologiques. On peut être dans une mauvaise passe dans sa vie. On peut être déprimé. On peut être anxieux. On peut avoir des problèmes. On peut être fauché, donc avoir un bas niveau de vie. On peut grandir dans la précarité. Ça, c'est les attributs de l'individu. Il n'a pas choisi d'être comme ça. Oui. Alors, on peut avoir ce trait de personnalité, du goût du risque, de vouloir expérimenter de nouvelles expériences, etc. Bon, on peut être dans ça aussi. Comme on peut consommer pour annuler, pour être moins timide, pour être plus à l'aise quand on est dans les relations humaines. Ça dépend, c'est chacun son histoire et chacun sa personnalité. Mais en tout cas, il y a cette dimension de vulnérabilité individuelle qui est très importante. Alors là, on est dans la vulnérabilité individuelle. Après, il y a des facteurs qui sont liés à l'environnement, familial ou social. Les familles, alors on peut avoir un fonctionnement familial, on peut avoir un père alcoolique, l'alcool ou la drogue, ou peu importe, ou le comportement peut faire partie du mode de vie, de la culture. Comme dans la famille, il peut y avoir beaucoup de gens qui ont développé ou qui ont posé ce genre de problème. L'effet d'entraînement du groupe. C'est généralement des groupes de marginaux qui vivent dans de manière tout à fait marginale. Le groupe de copains, l'effet d'entraînement est important. Lorsque ces trois paramètres sont regroupés chez le même individu, ils vont augmenter le risque d'addiction. Et quand on prend en charge un individu, c'est bien de revenir en arrière, de décortiquer le problème pour mieux le comprendre, pour mieux le soigner. Parce que quand on comprend bien, on est plus efficace. Alors, ce terrain commun de vulnérabilité, donc il y a des facteurs environnementaux, des facteurs individuels de vulnérabilité. Dans ces facteurs individuels, vous avez des troubles psychiatriques, donc des troubles de personnalité, la recherche de sensations fortes, les jeunes qui vous disent « ouais, moi ce qu'on appelle nous les conduites ordaliques, les conduites à risque, conduite automobile, le fait de consommer des toxiques, l'ecstasy, etc., etc. Mais il y a aussi les troubles psychiatriques qui constituent la vulnérabilité. Des facteurs génétiques, donc quand on a beaucoup de sujets addicts dans sa famille, on peut être prédisposé, mais pas à 100%. Alors, les enquêtes réalisées, les données nous proviennent essentiellement des enquêtes réalisées en population générale des États-Unis. C'est des enquêtes américaines qui sont très importantes. Il n'y a que les Américains qui ont pu mettre en place un dispositif pareil. Ils ont réalisé des enquêtes populationnelles, sur des échantillons représentatifs de la population générale pour pouvoir comprendre le phénomène d'addiction. Alors, dans les années 90, l'enquête réalisée s'appelait le National Comorbidity Survey, c'est l'enquête de comorbidité nationale. Cette enquête, donc ça, Kessler c'est le psychiatre, épidémiologue qui a travaillé le plus sur ces données épidémiologiques. Alors, résultat du un des résultats de la NCIS, c'est que 51% des sujets qui ont un problème d'addiction ont présenté un trouble psychiatrique. C'est plus de la moitié, environ la moitié. Et 51% des sujets avec un trouble psychiatrique vont présenter un problème d'addiction. Cannabis, alcool, tabac ou autre. C'est la moitié des sujets qui posent un problème de drogue, la moitié d'entre eux posent un problème psychiatrique. Et dans l'année écoulée, si on veut considérer l'incidence, parmi ceux ayant un trouble addictif, 42,7% avaient un trouble psychiatrique. Ensuite, parmi les populations psychiatriques, 14,7% avaient une addiction dans les 12 derniers mois. Pour vous dire que sur le plan épidémiologique, la puissance statistique est très importante. Il existe une forte corrélation entre addiction et problèmes psychiatriques. Et ça, c'est une notion importante en clinique parce que ça nous permet de faire des dépistages et d'offrir des prises en charge. Alors, qu'est-ce qui commence avant l'autre? C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est parce que je consomme du cannabis que je vais devenir schizophrène? Ou est-ce que c'est parce que j'avais des symptômes schizophréniques prodromiques
c'est mes symptômes qui m'ont prédisposé à la consommation de drogue. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis déprimée, pour me soulager, je prends un verre et ce verre devient 2 verres et je deviens alcoolique? Ou c'est parce que je suis un alcoolique foutu, plus personne ne veut de moi, je vais déprimer? Toujours les résultats de la NCS disent que généralement l'âge médian de début des troubles mentaux est vers l'âge de 11 ans. Et 21% pour le trouble addictif. Ça veut dire quoi? Que généralement, on présente un trouble mental avant de présenter le trouble addictif, généralement. Et là, l'addiction, elle a un rôle d'automédication. Donc, on va s'automédiquer par la drogue pour soulager des symptômes, en ce qui concerne la moitié de la population. Le timing? D'accord. Je passe rapidement. Donc ça, c'est la NCS, c'est la plus grande enquête épidémiologique réalisée en population générale à ce jour. C'est aux États-Unis, elle a concerné 43 000 individus. Donc les résultats de la NCS, c'est des gens qui ont travaillé sur la comorbidité de l'alcool. Et ils se sont rendus compte que dans les 43 000 individus, il y avait 2000 sujets qui avaient un trouble de l'humeur et 1000 qui avaient une dépression majeure. Dire que la comorbidité dépression, trouble lié à l'usage de l'alcool est importante. Et quand on prend des drogues, des sédatifs, des tranquillisants, du cannabis, la cocaïne, pour s'automédiquer, pour soulager des symptômes, alors dans la première vague du NESARC, quand ils sont revenus 3-4 ans sur la même population, ils ont vu que ces mêmes personnes qui prenaient ces substances juste pour soulager, je prends un petit somnifère le soir juste pour pouvoir dormir, 3 à 4 ans après, ils sont devenus addicts. Ils remplissaient les critères de dépendance. Pour vous dire que l'addiction par automédication, c'est un phénomène fréquent. La plus fréquente des addictions, des comorbidités, c'est la comorbidité dépression-alcool qui touche environ 11% des individus. Ces individus ont des caractéristiques cliniques particulières. Quand ils sont alcooliques, par exemple, et font des dépressions, ils ne vont pas venir en consultation vous dire « Écoutez, je me sens déprimé, je suis triste », mais ils sont plutôt irritables, impulsifs, agressifs. Ils ont des conduites suicidaires. Ils ont certaines caractéristiques comme ça, cliniques, qui sont violentes. J'essaie d'aller vite parce que c'est le timing. Donc voilà, et là, il est intéressant de les dépister. Ils sont plus impulsifs, ils ont un risque suicidaire plus augmenté, ils sont très consommateurs de soins. Ils fréquentent, donc ils posent plus de problèmes médico-légaux, ils sont violents, ils ont des actes hétéro-agressifs. Ceci retentit énormément sur le plan psychosocial, en individuel comme en collectif. Et l'efficacité thérapeutique, c'est des gens qui sont très difficiles à soigner, malheureusement. Donc ça, c'est important. C'est un modèle qui est proposé aujourd'hui pour comprendre le phénomène d'addiction via le prisme des comorbidités. C'est dire que voilà, il y a des précurseurs psychologiques, recherche de sensations fortes, impulsivité, agressivité, hyperactivité. Il y a des spécificités de la personnalité qui vont prédisposer la personne à consommer une substance. Le problème, c'est que cette substance va aggraver le trouble mental préexistant et le patient va se retrouver dans une véritable spirale qui est très néfaste pour sa santé. Et là, il faut qu'un médecin, pour dénouer un petit peu le problème, pour comprendre le problème, pour le décortiquer, le mettre à nu et surtout véhiculer le message de façon claire et conforme à la famille, aux patients, à la population. Alors, quand on les évalue toujours, les groupes d'experts, ils préconisent toujours de préciser la demande des patients, comme pour les schizophrènes, de préciser le diagnostic et de se fixer des objectifs. En gros, c'est ça. Le plus gros du travail dans la prise en charge des addictions concerne la motivation au changement. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit tous travailler dans nos consultations. Tout médecin doit systématiquement rechercher un problème d'addiction dans ses consultations. Tabac, alcool, addiction comportementale, surtout le tabac. Dans le programme national, normalement, il y a une mention, travailler le sevrage tabagique, dans le programme de prévention, etc. Et ça, c'est une notion importante que l'on doit tous rechercher. Et comment amener le patient à la prise en charge, au traitement, c'est de travailler sa motivation, motiver les patients. Parce que les patients vous disent, voilà, moi j'envisage de m'arrêter, j'essaie plusieurs fois, sauf que je n'arrive pas, je renouvelle ma consommation. Donc là, on va préparer le sevrage et puis travailler au maintien du sevrage.
Alors, ces gens qui présentent des problèmes de comorbidité, ils ont une observance médiocre, mais ce qui permet d'optimiser les chances et ce qui permet de travailler la motivation, c'est de dire aux patients qu'on va traiter simultanément le trouble psychiatrique et le trouble addictif. Adapter la prise en charge par une psychothérapie, parce que la prise en charge ne concerne pas uniquement l'addiction, ne concerne pas uniquement le patient, mais tout son écosystème. Le patient, il faut le prendre en charge au niveau médical, mais aussi au niveau social, familial, favoriser sa réinsertion professionnelle. Voilà, c'est des thérapies généralement intégrées. On parle aujourd'hui de thérapie intégrée. Donc voilà, pour conclure, comorbidités psychiatriques addictologiques sont fréquentes, alourdissent le pronostic, amoindrissent la qualité de vie des patients. L'évaluation ainsi que la faute d'orthographe, prise en charge doit être transdisciplinaire. Tout le monde est concerné par le problème. C'est un problème de santé publique, mais c'est aussi un problème social.